Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Hexagone, actualité. Outre-mer News, eh bien, je me trouve toujours au Salon de l'Agriculture, édition 2024. C'est la 60e édition et nous nous trouvons au hall 5-2. On se trouve dans les régions d'Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, avec une ambiance toujours très tropicale dans les allées du hall 5-2. Évidemment, il y a eu le concours des rhums d'Outre-mer. Il y a eu tous ces prix qui ont été décernés à des rhums de Martinique et de Guadeloupe. Je vous propose de regarder les différentes interviews que nous avons réalisées tout au long de cette journée pour vous, y compris au niveau des distilleries avec Evelyne Ménard. Avec nous sur le stand de la Guadeloupe, au salon de l'agriculture, Henri Chalus, le président de la région Guadeloupe. Henri Chalus, une belle vitrine que la Guadeloupe présente pour cette édition 2024. Vous avez voulu promouvoir les produits, mais promouvoir aussi la destination Guadeloupe et puis l'innovation agricole. Ah, ça symbolise quoi à votre niveau? Non, déjà c'est le travail réalisé par la Chambre d'agriculture en collaboration avec la région depuis des années. Il fallait que cette année nous puissions innover, aller plus loin, augmenter la surface pour les exposants, augmenter le nombre d'exposants, mais surtout, avec la Chambre d'agriculture, faire venir le nouveau modèle économique au salon de l'agriculture, montrer un peu le savoir-faire guadeloupéen. Et nous avons eu plusieurs jeunes qui sont venus ici, notamment la jeune Nawel, qui a remporté le concours à Green Startup en Guadeloupe et a remporté le concours au niveau national. Donc c'est une fierté pour nous. Nous avons d'autres jeunes qui sont venus montrer un peu leur savoir-faire et surtout les jeunes du lycée agricole que nous avons voulu venir au salon de l'agriculture, travailler avec des éleveurs professionnels et voir un peu les yeux de ces jeunes, ça me fait plaisir. Quand on parle de jeunesse, c'est cela, montrer qu'il y a une nouvelle génération qui s'intéresse à l'agriculture. C'est un métier assez difficile, mais qui s'engage avec l'espoir que de notre côté, nous élus, la Chambre d'agriculture, nous mettrons les moyens pour que ces jeunes, demain, puissent être des agriculteurs aguerris. Alors c'est vrai que depuis votre arrivée à la région, c'est très important pour vous ce secteur de l'agriculture. Quelles ont été les principales actions menées pour cette agriculture guadeloupéenne? Enfin, il y en a plein. Hein. Je reviens du melon, de la canne, de la banane, surtout la banane, qui a fait vraiment un gros effort en matière de solidarité de tous les bananiers pour pouvoir être ensemble. Ils ont créé vraiment un groupement sérieux au niveau de la diversification agricole aussi. Nous avons fait un travail en ce sens, oui. Nous travaillons sur tous les secteurs. C'est pas facile, car nous sommes quand même une région de 384 000 habitants, avec un budget en fonction du nombre d'habitants. Mais nous nous donnons les moyens de pouvoir accompagner nos agriculteurs, les aider, mettre en place des formations. Donc aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pour nous, pour nos exposants aussi qui se trouvent ici. Nous avons eu plusieurs prix, 10 médailles d'or, la vanille, la maison fumée. Donc voilà, c'est une belle satisfaction. Et ce qui est important, c'est de voir comment les Guadeloupéens qui viennent sur notre stand sont vraiment satisfaits et contents. L'agrotransformation, on a l'impression, ça prend de la dimension depuis quelques années et c'est du positif. Oui, comme je le dis, hein, il y a une nouvelle génération qui aille vite. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprenons rien. Il faut nous faire éveiller. Il faut nous donner chance à eux. Une nouvelle génération de jeunes qui font des propositions, qui amènent de nouveaux produits. Et quand je parlais du nouveau modèle économique, c'était cela. On ne peut plus, comme je le dis, attendre que papa, maman partent à la retraite, laisser entreprises à transport, à mécaniciens, car on l'a à nous. Les jeunes proposent autre chose. La jeune qui propose de faire du fromage avec du lait de cabri. Le jeune qui fait du poulet bio. Un autre jeune qui a fait de la farine de piment végétarien. Une jeune de Mornalo. Donc c'est ce qui est important pour nous.
le nouveau modèle économique et ça avance bien. Et certains ont compris cela aujourd'hui. Je pense que si demain on veut tendre vers une autonomie alimentaire, il faudrait effectivement qu'on mette en place un nouveau modèle économique. Parce qu'il faudra atteindre cette autonomie alimentaire dont on parle beaucoup. Oui, je pense qu'on a cette volonté. Si on continue sur cette lancée, on y arrivera. Il ne faut jamais désespérer. Je suis quelqu'un d'un battant, je suis un combattant, quelqu'un de défi. Et j'aime les défis et relever les défis. Avec l'équipe qui m'entoure, les agents de la région qui sont vraiment magnifiques, merveilleux, qui font du très bon travail. Avec la Chambre d'agriculture, avec aussi les agriculteurs qui le veulent, il faut le dire. Parce que beaucoup disent il faut, mais ils ne même pas mes filles à pain, ils ne même pas mes patates. Eh bien oui, moi, mes filles à pain, mes patates, à planter aussi. Donc je pense qu'on a cette volonté. On peut y arriver si tout un chacun y met du sien. Là, vous vous adressez aux jeunes. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer, on va dire, une éducation culinaire pour les jeunes? Oui, mais c'est ce qu'on type au pays à faire, avec d'autres. Mettre maintenant dans des petits pots tous nos aliments pour que les parents puissent donner à manger à leurs enfants dès le plus jeune âge, de donner le goût de ce que nous produisons. Et si on continue comme ça, je pense qu'on y arrivera. Alors, un dernier mot, vous êtes totalement satisfait de cette belle vitrine que la Guadeloupe représente ici dans cette ferme, la plus grande ferme de l'Europe, le Salon de l'agriculture. Quand on voit le monde qu'il y a là aujourd'hui, chez nous, autour des stands de Guadeloupéens, on ne peut être que fier et satisfait. Avec nous, à présent, le président du conseil départemental de la Guadeloupe, Guy Losmar, qui participe à cette inauguration du stand, belle vitrine de la Guadeloupe. Alors, vos premières impressions sur cette vitrine où on représente tous les bons produits du terroir de la Guadeloupe? Effectivement, une première satisfaction, puisqu'au-delà de la beauté, au-delà de l'affluence des vitrines, il faut rappeler qu'on a eu, je crois, pratiquement 23 médailles d'or. Donc, c'est une très grande satisfaction pour moi en tant que responsable politique de la Guadeloupe. Et puis, chaque année, nous tenons à être présents pour se situer dans ce monde agricole et apporter notre contribution. Et souvent, je dis qu'il faut qu'au niveau de la Guadeloupe, que nous puissions valoriser de nouvelles productions, surtout les productions à forte valeur ajoutée, comme le miel, comme le cacao, comme la vanille. Et ma grande satisfaction, c'est que pour la vanille, nous avons été primés aussi pour l'agro-transformation, puisqu'aujourd'hui, on le sait très bien, ce n'est pas des productions à grande économie d'échelle, mais quand on va valoriser, quand on va ajouter de la valeur, et c'est ce qui caractérise les nouveaux acteurs du métier, surtout les jeunes. Et c'est pour moi une très grande satisfaction qu'ils soient lauréats, et cela va les inciter à se développer. Nous, au niveau du département, on intervient surtout dans le foncier. Donc, je donnerai des directives, des consignes à mon administration, en tout cas pour leur faciliter l'accès à ces propriétés, à ce foncier. Je viens de rencontrer un jeune sur la commune de Sainte-Rose, également Marie-Galante, donc nous allons pouvoir intervenir. Mais c'est une grande satisfaction pour moi. Moi qui ai le slogan « Penser Guadeloupe, agir Guadeloupe », je vois qu'on agit. C'est de bon augure pour demain, parce que je le dis tout le temps, je le répète, je crois beaucoup en l'avenir du pays, et lorsque je vois tous ces lauréats, cela me conforte dans cette démarche. Ce sont des jeunes qui vont faire rebondir la Guadeloupe. À l'exemple de ce jeune qui a reçu cette médaille d'or pour Maison Fumée avec ce dont il produit depuis maintenant quelques années. Oui, tout à fait. Ce sont des jeunes qui vont faire rebondir, et surtout qu'ils ont des produits innovants. Ce sont donc des produits innovants. Effectivement, le rhum fumé, il fallait y penser. Vous avez vu pour le piment également, pour la vanille. Donc ce sont ces jeunes-là qui vont booster l'activité et rendre aussi attractif, puisque trop souvent, on considère que tout ce qui est agriculture, c'est dépassé, c'est vieillot. Mais là aussi, c'est un souffle nouveau pour cette activité, et qu'il faut rappeler qui est fondamental pour le développement de tout pays. Donc, à fortiori, un territoire comme le nôtre. Le foncier, c'est un problème. Il vient d'avoir une conférence de presse au niveau de l'ODEADOM. On parle de l'autonomie alimentaire, mais il faut aussi déjà régler ce problème du foncier en Guadeloupe et ailleurs. Tout à fait. Il faut régler ce problème du foncier pour que les jeunes puissent avoir du foncier pour pouvoir exploiter. Mais au-delà, il faut qu'on puisse cibler un certain nombre d'activités, puisque trop souvent,
on met en place du foncier et on peut planter tout ce qu'on veut. Or, si on veut être dans une stratégie d'autonomie alimentaire, il faut pouvoir cibler et ce sera notre rôle au niveau du département. Il y a un troisième aspect, c'est la qualité donc, du sol. On l'a vu par exemple pour la canne, le rendement est trop bas. Le rendement est trop bas. Avant, on faisait plus de 100 tonnes l'hectare. Aujourd'hui, c'est 40 tonnes l'hectare. Là aussi, nous sommes en train de voir pour mettre en place un véritable observatoire de la canne, des sols guadeloupéens. Et comme ça, nous pouvons mieux orienter les productions, puisqu'il y a certains sols qui sont plus adaptés à la canne, d'autres pour les légumes, d'autres pour les fruits. Pour équilibrer tout ça. Voilà, pour équilibrer et faire en sorte que nous soyons le plus efficaces possible. Alors nous sommes avec Michel Fayad, représentant des Roms Saint James, de la Martinique bien sûr. Voilà, à Sainte-Marie plus précisément. C'est très très important. Donc heureux bien sûr des prix que vous avez obtenus aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Oui, c'est-à-dire que généralement depuis une vingtaine d'années on reçoit des prix, il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est vrai que cette année on a reçu des prix pour des rhums d'excellence, notamment l'essentiel et la quintessence. Donc ce sont des rhums véritablement qu'on a voulu présenter pour montrer que ce n'est pas seulement le luxe du packaging qui comptait, mais c'est aussi le contenu dans la bouteille aussi qui était quelque chose de très haut de gamme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est relativement fiers parce que c'est ça qu'on avait présenté et c'est ça qui obtient 2 médailles d'or au Salon de l'Agriculture et véritablement on est très satisfait de ça. Donc la Martinique bien sûr capitale du rhum. La Martinique est devenue une terre de rhum. Ça, je veux vous le dire très honnêtement, c'est un peu grâce à nous. Parce qu'on a transformé cette station balnéaire qui se contentait de vivre au niveau touristique sur le côté plage, soleil, sable chaud, douceur de vivre, etc. On l'a transformé en terre de rhum. C'est-à-dire aujourd'hui, sur le million de visiteurs qui visitent la Martinique, on a pratiquement 800 000 qui visitent des distilleries. Et ça, c'est très important pour nous parce que pour la première fois, nous avons une culture à montrer, nous avons une histoire à raconter et nous avons un produit à vendre. Et ça, c'est très important. Nous ne sommes pas simplement un rocher du diamant, une montagne pelée ou une plage des Salines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on a mis l'homme martiniquais au cœur de la politique touristique martiniquaise, avec son produit régional, en plus en appellation d'origine contrôlée, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Parce que quelque part, les touristes arrivent, ils partent déjà avec beaucoup de bouteilles d'Europe, vous imaginez bien. Ils consomment presque plus que les Martiniquais, mais surtout ils nous servent de vecteur de communication quand ils sont à l'extérieur. Et c'est vrai que du jour au lendemain, le rhum est redevenu, je dis bien redevenu, un produit de luxe, un produit haut de gamme, un produit de prestige en fait, ce qu'il n'était pas avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est très important parce qu'avec les touristes, avec l'AOC, avec un certain nombre d'éléments, nous avons changé l'image de Rome. Le rhum de détresse que nous connaissons quand nous étions petits, qu'on buvait dans les veillées, les enterrements, etc., les chagrins d'amour, aujourd'hui on le boit dans les grandes manifestations, les boîtes de nuit, les baptêmes, les mariages, les grandes cérémonies. Et ça pour nous c'est très important parce que cette image-là a changé. Et aujourd'hui nous arrivons à marier 3 patrimoines essentiels. Le patrimoine naturel, bien sûr la beauté de la Martinique, le patrimoine matériel, les usines, les distilleries, les petits trains, etc., les temples indiens, les maisons créoles, tout ça. Et aujourd'hui, à l'intérieur du patrimoine matériel, nous mettons du patrimoine immatériel, c'est-à-dire la musique, la poésie, les chants, le ballet, la sautet, le jazz, etc. Nous installons du patrimoine immatériel dans le patrimoine matériel et donc ça fait un tourisme véritablement cohérent où tout le monde a sa part, où tout le monde a sa place, où tout le monde a une part à prendre dans ce tourisme-là. Et ça, c'est très important. Et ça, véritablement, c'est nous qui l'avons mis en place. Alors aujourd'hui, bien sûr, toutes les autres distilleries ont repris le système. Vous savez, quand vous créez quelque chose comme ça, automatiquement, vous faites vous créez une espèce comme on pourrait d'effervescence autour de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les distilleries se sont dimanchées, toutes les distilleries se font visiter, et toutes les distilleries mettent un peu d'animation à l'intérieur. Et ça, c'est très important. Et là, vous êtes prêts pour, bien sûr, l'édition 2024 ?
Ah oui, c'est-à-dire que là maintenant, on est devenu une espèce de référence pour tous les rhums de la Martinique et pour le rhum au niveau mondial. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rhum Saint-James se vend dans une centaine de pays à travers le monde et qu'effectivement, avec déjà une appellation d'origine contrôlée, quand vous rajoutez une médaille d'or au concours général agricole, vous obtenez, si vous voulez, le haut de gamme des rhums dans le monde. Et comme le rhum aujourd'hui est en pleine effervescence et que le rhum a dépassé aujourd'hui le cognac ou le whisky en matière de consommation au niveau mondial, mais nous qui avons le haut de gamme de l'alcool le plus vendu dans le monde, on tire automatiquement notre épingle du jeu, quoi. Victorin Noël, le sénateur de Guadeloupe, présent sur ce salon de l'agriculture qui traverse un petit peu les allées du hall 5-2 où nous nous trouvons, où se trouvent d'ailleurs les régions d'outre-mer. Victorin Noël, les agriculteurs sont mécontents de l'Hexagone. D'après nos informations, c'est la même situation pour les agriculteurs de la Guadeloupe. Quelle est votre analyse sur la situation de ces agriculteurs, notamment dans le secteur de la canne? Alors, c'est pareil, il y avait une conférence de presse sur la banane, l'UGP-BAN, les responsables sont très inquiets aussi pour la filière. Alors, l'avenir de cette agriculture guadeloupéenne? Il fallait s'y attendre, hein, franchement. Alors, bonjour à toutes et à tous. On est ici au Salon international de l'agriculture. J'y reviens puisque j'ai été absent pendant quelques années ici, pris par sur d'autres chantiers. C'est toujours un plaisir que d'être là. Et c'est vrai que c'est l'occasion de faire le point sur la situation des agricultures. Alors, au Sénat, je suis devenu co-responsable pour la commission des finances de l'agriculture. Chaque commission a un référent, a un responsable. Je suis co-rapporteur avec un sénateur LR, M. Klinger, sur toute l'agriculture française, naturellement, des agricultures des Outre-mer. Je dis toujours des Outre-mer, parce qu'on a des points de vue communs, des situations communes, des traits communs, mais on a aussi des différences. Oui, ici, il y a une vraie crise. Et l'origine de la crise remonte à quelques longues années, mais c'est aussi un biais choisi, une orientation choisie par la politique agricole commune. Autant la politique agricole commune a favorisé le développement de l'agriculture en termes productivistes, en termes d'agrandissement des surfaces, en termes de prix. Mais depuis qu'on a libéralisé, il n'y a plus de garantie de prix. Et la France, c'est vrai, est l'un des rares pays à avoir fait 2-3 lois Egalim pour assurer aux agriculteurs un revenu, on disait à l'époque décent, disons un revenu correct. Et pourtant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et quand on regarde, on analyse et on voit ce que portent les agriculteurs dans leur mouvement, ils vous disent qu'il faut revoir la philosophie de la politique agricole commune. Compliqué. La France met à peu près 24 milliards pour l'Europe et reçoit en retour 9 à 10 milliards pour son agriculture. Bon, dans la balance, la France finance l'Europe. Faut-il pour autant être protégé, être protectionniste? C'est un sujet. Or, les agriculteurs demandent quelque part pas trop de fruits et légumes d'Espagne, pourtant c'est l'Europe. Pas trop de céréales de l'Ukraine, pas trop de citrons de l'Italie, et surtout, pas de choses venant d'Amérique latine. Et nous, en Guadeloupe, on en sait quelque chose pour notre banane et notre sucre. Pas trop de moutons ou de viande venant de la Nouvelle-Zélande. C'est pas bon pour l'empreinte écologique. Bref, il y a des contradictions. Comment régler ça? C'est vrai que le gouvernement a proposé un certain nombre de choses, mais ça fluctue. On vous dit une chose aujourd'hui, le lendemain c'est autre chose. Et le président l'a vu et senti ici, compte tenu de la personnalité de notre président, puisque c'est le nôtre, eh bien ça a été confrontationnel, ça a été conflictuel avec lui. Et donc ici c'est devenu une sorte d'arène fermée, préparant les Européennes. Oui, en Guadeloupe, toutes les productions, les plus connues sont la canne et la banane. La canne a de vrais problèmes de gel de prix depuis un moment. C'est avec des subventions qu'on arrive à 109 €. Il y a là peut-être à revoir la formation des prix en matière de filière cannière. Et quant à la banane, le gouvernement et la majorité sénatoriale a refusé quelques amendements que nous portions tous,
bien, il faudra revoir ça. À la faveur de la crise hexagonale, il faudra bien qu'il y ait un volet outre-mer. J'aimerais que lorsqu'ils proposent, ils s'y tiennent, que ça ne fluctue pas, que ça ne change pas, qu'ils ne donnent pas carte blanche aux fonctionnaires et aux ministres pour revoir et corriger ce qu'il a dit. On veut entendre des paroles sérieuses. C'est la même chose sur les compétences déléguées, sur le pouvoir domicilié, sur une possible révision constitutionnelle au sein de la République française avec décision ultime par les populations des Outre-mer. Ça change. Il vous dit ça? Il nous a dit ça le 7 septembre 2022. Il nous a dit ça le 20 octobre 2023. Et il nomme 2 experts. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait ça. Donc vous ne savez pas sur quel pied danser. Alors les agriculteurs en ont eu marre et ont donc manifesté. En Guadeloupe, ils ont tardé un peu pour dire que nous aussi nous avons mal. Bon, ils l'ont fait. La récolte est peut-être encore retardée, il faut voir. Mais il faut déboucher sur une situation plus durable, plus pérenne, préservant l'activité agricole et pour longtemps. Alors évidemment, on parle beaucoup de la souveraineté alimentaire. Alors avec tous ces problèmes, comment y parvenir? Le problème de la souveraineté alimentaire, c'est mieux dit comme ça. Quand on disait qu'il fallait l'indépendance alimentaire, l'autonomie, la reconquête du marché local, c'est beau à entendre. Mais la souveraineté alimentaire, c'est pas faire tout. C'est sur l'essentiel garantir une certaine autonomie alimentaire pour permettre une conquête d'une partie du marché local. Vous ne pourrez jamais vous enfermer et faire dans l'autarcie. Toute frontière fermée, aucun produit ne rentre. Et on sait que les prix sont différents. Et pourtant, il y a des solutions. Moi-même, j'en avais proposé dans la loi régulation économique. Le gouvernement ne l'a pas appliqué. J'avais proposé des choses, je crois, très bonnes qu'il fallait absolument appliquer dans la loi égalité. Ils ne l'ont pas fait. Une commission d'enquête a été faite à l'Assemblée nationale avec Ajar et Vuilté, Johnny Ajar qui est député de la Martinique, où il y a des propositions intéressantes. Aujourd'hui, on ne bouge pas. Et vous entendez Darmanin allant en Polynésie dire « Nous allons remettre en cause les monopoles ». Mon Dieu, ça fait longtemps que l'on sait ça. Ce n'est pas après 7 années de présence au gouvernement qu'on ouvre les yeux et on se rend compte qu'il y a des duopoles, des oligopoles, des monopoles, qu'il y a de la vie chère, qu'il y a de l'abus, qu'il y a des prix exorbitants, des marges exorbitantes. Donc oui, il y a une politique, une orientation à tenir, être sérieux, discuter, ne pas mentir aux gens, dire les choses. Il y a des efforts à faire, mais le gouvernement doit être plus attentif et mieux prendre en compte, si j'ose dire, la situation réelle des agricultures et je dirais des sociétés outre-mer. Il ne faut pas donner l'impression qu'il y a de l'indifférence. Et là, on a l'impression qu'il y a une absence de considération. Voilà. Bonjour, monsieur le ministre. Madame. Alors, un petit bilan pour ce salon. Oh, c'est un peu tôt encore pour dire le bilan. En tout cas, on n'est que jeudi, vous savez. Il reste encore vendredi, samedi, dimanche et on n'a pas fini la journée. En tout cas, je suis heureux d'être ici sur l'espace dédié aux ultramarins avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher pour mettre en valeur l'excellence et puis tout ce que sont les transitions, on vient de le voir, et la volonté de transition de ces territoires pour atteindre la souveraineté. Donc on continue le salon. Voilà. Convaincu de l'importance des Outre-mer et du bonheur de vous retrouver toujours ici. Madame Hidalgo, vous êtes donc sur ce hall 5-2 où se trouvent les régions d'Outre-mer. 2 mots pour les agriculteurs ultramarins qui connaissent un petit peu les mêmes problèmes que ceux de l'Hexagone, d'après toutes les interviews que nous avons réalisées ce matin. Vous savez, d'abord, on a besoin des agriculteurs, on a besoin de les accompagner. Ils ont besoin de vivre dignement et on a tous besoin de qualité dans notre alimentation. Donc il faut arrêter d'être dans des oppositions. Nous, à Paris, le choix qu'on a fait, par exemple, c'est de travailler avec les agriculteurs sur un rayon de un peu plus de 250 km autour de nous, de travailler à partir de la commande publique, de nos cantines et d'aider, de stabiliser aussi des revenus pour les agriculteurs en leur garantissant des débouchés. Je crois qu'on devrait tous fonctionner de façon beaucoup plus intelligente et vertueuse plutôt que de voir ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc je veux vraiment dire tout mon soutien aux agriculteurs ultramarins et leur dire que dans cette grande crise agricole, on a besoin ensemble de faire évoluer notre modèle, mais ça ne se passera pas sans les agriculteurs et les agricultrices.
O-News Radio sur outremernews.fr.